Quelqu'un qui travaille donc sur l'acquisition de données, en tout cas nous, dans l'axe 3, ça nous intéresse beaucoup les caméras. Et pareil, Lucie, elle était oui, mais les modèles, quand même, 1813, c'est quand même vachement bien. Donc on s'est dit pourquoi faire un choix, puisqu'on sait avoir les deux. Et donc c'est la raison pour laquelle on a deux présentations aujourd'hui. Une qui va durer environ 20 minutes, l'autre 30 minutes. Donc vous inquiétez pas, ça ne sera pas trop long, vous pouvez rester. Vous allez voir, ça va être super bien. Voilà, je vous laisse. Donc, on commence avec Céline. Ok, bonjour à tous du coup. Moi, c'est Mélina Sidous. Donc, comme Oksana, je suis au CEF, on est dans l'équipe R. Et donc, je suis en thèse, moi, avec Marion Balex et Sarah Cubain. Et je vais vous présenter un travail pour lequel j'ai été supervisée et j'ai collaboré avec Hervé Fritz, Eric Fischer et Pierre-Cyril Renaud. Et pour lequel j'ai utilisé, je vais vous présenter le protocole que j'ai utilisé pour pouvoir explorer plutôt l'effet de l'utilisation du paysage sur les communautés de charognards dans le Cerrado. Du coup, j'ai fait mes slides en anglais, mais moi, je fais ma présentation en français par praticité, mais je peux prendre des questions en anglais sans. Ok, donc moi, pour ma thèse, je suis particulièrement intéressée par le charognage et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant personnellement parce que c'est quelque chose qui est omniprésent. Quand je parle de ma thèse et que je dis que j'étudie les charognards, on parle souvent des vautours, donc les charognards obligatoires, ceux qui sont des nécrophages stricts. Mais en réalité, la plupart des carnivores et certains omnivores, ils sont aussi capables de charognage. On les appelle les charognards facultatifs ou opportunistes, parce que du fait que les carcasses sont riches en ressources et elles demandent beaucoup d'énergie pour être assimilées, elles économisent le coût de la chasse. La plupart de ces espèces, en fait, elles ne vont pas se priver de consommer un animal mort lorsqu'elles le rencontrent. Donc, le charognage, c'est quelque chose qui est omniprésent chez les vertébrés. Et ça a des implications pour le fonctionnement des communautés et pour la compréhension des communautés qu'on peut en avoir. Par exemple, quand on se met à considérer le charognage, pardon, on peut voir de nouvelles interactions auxquelles on n'avait pas forcément pensé qui peuvent apparaître. Là, je prends l'exemple du loup et du glouton. Dans les pays nordiques, quand le loup a été réintroduit, il s'est mis à chasser de nouveau ses proies habituelles et du coup, il a produit des carcasses. Et ça a bénéficié au glouton qui s'est mis. La littérature a montré qu'il avait changé son régime alimentaire pour manger plus de ses carcasses. Donc, il y a un peu une relation de facilitation qui s'est instaurée. Mais il y a encore, la littérature, elle a montré que ce lien, il est encore plus complexe. Parce qu'en fait, les gloutons, du coup, sont attirés par les carcasses de loup et la rencontre entre les deux espèces est plus fréquente. Et on sait que le glouton, il est vulnérable à la prédation intradienne du loup. Donc, ça crée ça permet de considérer plein de nouvelles interactions. Et de manière générale, ça permet, quand on considère le charognage, ça permet d'augmenter le nombre de liens qu'on peut voir dans les réseaux trophiques. Donc là, c'est pas forcément un réseau trophique, mais au moins dans une communauté, pour schématiser, on peut avoir quelque chose de très simple. Et dès qu'on a vu le charognage, en fait, on voit plein de nouvelles interactions qui peuvent apparaître entre nos espèces. Et augmenter le nombre de liens dans les réseaux trophiques, en fait, ça augmente aussi la stabilité des communautés. Donc le charognage, c'est important du coup à prendre en compte. Enfin, on voit bien que si on ne prend pas en compte le charognage, on manque plein de ces flèches et on manque plein de paramètres dans nos communautés. Et c'est aussi important pour la stabilité des communautés. Et pourtant, c'est un processus qui a tendance à être impacté par les activités humaines. D'une part parce que la plupart des espèces de charognards, elles sont en déclin, du moins chez les vautours. Là, je prends l'exemple. C'est un papier qui explore ça et donc là, on a le nombre d'espèces de vautours et leur statut IUCN et on voit très clairement que la plupart, elles sont menacées. Et pour plein de causes différentes, que ce soit les empoisonnements, la persécution, la destruction d'habitat. Donc les communautés, elles sont susceptibles parce qu'il y a beaucoup d'espèces en déclin. Là, c'est les oiseaux, mais chez les mammifères, c'est la même chose. Il y en a beaucoup qui sont aussi menacés par la destruction d'habitat ou quoi. Donc voilà, les espèces sont menacées, mais le processus aussi lui-même, en fait, il a tendance à être impacté par les activités humaines. Là, j'ai pris deux exemples très précis pour illustrer. Par exemple, donc les roadkills, les collisions sur les routes, où ça, une des conséquences, ça va être un changement dans la répartition des ressources pour les charognards.
Ils vont avoir une certaine prévisibilité, ils vont savoir que le long de la route, ils vont potentiellement trouver des ressources. Le deuxième exemple que j'ai choisi, c'est la chasse, où là, ça peut créer des... S'il y a des saisons de chasse, en fait, on peut avoir un changement de la répartition temporelle des ressources. Si c'est dans des zones délimitées, ça peut être spatial également. Et sinon, globalement, moi, il y a le petit bandeau. Mais ce que je disais, on va le laisser là. Vous avez vu, enfin, c'est écrit que voilà, il y a un changement dans l'abondance, tout simplement des ressources. On ajoute des ressources pour les charognards. Donc, les communautés de charognards, elles sont impactées d'une part parce que les espèces, elles peuvent être retirées, d'autre part parce que le processus en lui-même, il peut être modifié, ce qui, vu que le charognage a plein d'applications dans les communautés, peut perturber les communautés. Donc, cet argumentaire, c'est pour dire que je pense que c'est important de comprendre la réponse des communautés de charognards aux pressions humaines et tout ça, parce que c'est l'objet de ma thèse, c'est le titre de ma thèse. Et ça, du coup, je le fais à différentes échelles d'organisation et avec différents types de pressions humaines. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de mon troisième chapitre de thèse où j'étudie l'effet d'utilisation du paysage sur la structure de communauté des charognards. Pour ça, je vous emmène dans le Cerrado, un des biomes qu'on trouve en Amérique du Sud et le deuxième plus étendu au Brésil après l'Amazonie. C'est un écosystème, un biome pardon, qui est connu pour être un hotspot de la biodiversité. Il y a pas moins de 4800 espèces endémiques de plantes et de vertébrés et il comporterait 5% des espèces de la planète, dont des espèces très emblématiques comme le loup acrinaire, le jaguar, le fourmilier. Mais malheureusement, il est aussi connu pour être très fortement déforesté. En 2017, il avait déjà perdu au moins 46% de sa surface et il restait plus que 20% qui n'avait pas été dérangé, enfin modifié. Et aujourd'hui, en fait, en 2023, c'est même plus de la moitié du biome, en fait. Et cette déforestation, elle a surtout lieu au profit de l'agriculture. Et la région, c'est une des principales productrices mondiales de viande bovine et de soja. Il y a aussi beaucoup de production de maïs. Et je voulais aussi parler d'une petite particularité au Brésil. Il y a un code forestier en fait qui oblige tous les propriétaires terriens à avoir au moins 20% de leur territoire qui n'est pas déforesté, à le laisser dans leur état naturel. Donc ça a tendance à créer des paysages un peu en mosaïque où les propriétaires ils choisissent la manière dont ils le font. Donc ils peuvent avoir plein de petits patchs tant que ça représente 20% de la surface de leur territoire, quoi. Ou alors des gros patchs. Mais du coup, ça fait vraiment un paysage en mosaïque. Donc là, c'est une carte que j'ai fait à partir de Map Biomass, c'est une carte d'utilisation du paysage. En vert, c'est les formations naturelles. En jaune, c'est le pâturage. Et en rose, c'est l'agriculture. Et on voit qu'au sein des grandes étendues de pâturage, on a toujours des petits patchs de fois. Oups. Donc voilà, ma problématique globale, c'est de comprendre l'effet de ce genre d'utilisation du paysage qui caractérise le Cerrado sur les communautés de charognards. Et pour ça, j'utilise le cas d'étude de la Serra da Bodoquena, qui se trouve dans l'état du Mato Grosso do Sul, c'est à la frontière avec le Paraguay. Et il y a un parc national qui s'appelle la Serra da Bodoquena. C'est une région qui est connue parce qu'il y a des eaux cristallines, on peut voir les poissons à 50 mètres grâce au système karstique, donc c'est très touristique. Mais en réalité, la principale activité, c'est surtout l'agriculture. Encore une fois, pour la viande bovine et le soja. Cette carte, là, je l'avais pas dit avant, mais j'en avais profité, c'est la Serra da Bodoquena avec le parc que j'avais montré juste avant. C'est ma zone d'étude. Voilà, donc la principale activité, c'est l'agriculture. Et comme je disais, en fait, quand on est sur le terrain, les paysages ressemblent vraiment à ça. On a agriculture, que ce soit des plantations ou des pâturages, et on voit toujours de la forêt derrière, en fait. C'est vraiment plein de petits mosaïques. Voilà, bon, plus précisément, du coup, ma question, c'est de comprendre l'effet de l'utilisation du paysage sur les communautés de vertébrés du plateau de la Bodoquena. Et pour ça, j'utilise des sites qui font partie d'un programme de recherche à long terme, le PEL de Bodoquena, et qui sont tous en fait disposés le long d'un gradient de déforestation. Sur chacun des sites, j'ai mis en place ce dispositif. Donc, j'avais un appât de viande qui fait 3 kilos. On avait choisi la taille pour que ça puisse attirer des mésoprédateurs, que la viande ne soit pas enlevée trop rapidement, puisque les communautés sont surtout caractérisées par pas des mésoprédateurs, mais en tout cas des espèces de taille moyenne, quoi.
Donc, on a pris cet appât de viande, on l'a mis à 3 mètres d'un piège photo, que lui-même on a placé à 50 centimètres du sol. Et on a laissé le dispositif pendant 5 jours. Le réglage, c'était d'avoir 3 photos qui étaient prises quand le piège photo était déclenché, puis 1 minute de silence. Et donc, ce dispositif, on l'a répété 2 fois, une fois en 2019 et une fois en 2023. Sur chacun des sites, il y avait 3 sous-échantillons. Donc, on a installé 3 bouts de viande et 3 pièges photos. Ça, chacun séparé de 50 mètres. Donc maintenant, j'ai parlé du protocole. Je me suis dit que c'était sympa de montrer le résultat, les petites photos qu'on a obtenues, et la diversité d'espèces surtout que ça va permettre de capturer ce genre de dispositif. Donc la conclusion qu'on a eue, c'est qu'on a réussi à capturer toutes les espèces de vautours qu'on connaît dans la région. Et pour continuer sur les oiseaux, on a aussi capturé des oiseaux de différentes tailles qu'on connaît pour être capables de charognage, dont les oiseaux de proie. En ce qui concerne les mammifères, on a eu des animaux domestiques, mais aussi des carnivores. Pareil, toujours avec des tailles variables. On a réussi à avoir le puma, mais aussi le jaguarundi qui est beaucoup plus petit. Les omnivores aussi, les pécaris, et le sanglier. Plein d'autres carnivores, des tatous, des singes, des coati, des renards. Et surtout, l'intérêt un peu de ce protocole, c'est qu'on a eu un peu la surprise de voir 2 espèces. On ne s'attendait pas du tout qu'elles soient attirées par les pièges photos. Le tapir et l'agouti. Dans la littérature, on trouve dans des zoos des comportements, si on leur donne du poulet, ils vont le manger, quoi, mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient attirés vraiment par nos appâts. Et là, j'ai mis 2 photos parce qu'on les voit vraiment en train de faire le mouvement de mettre à la bouche le lapin, mais ils sont hyper attirés, en fait, ils reviennent hyper souvent sur mes sites et renifler et sentir ce qui se passe. Aussi, ce qu'on a comme résultat quand on fait ce genre de protocole, c'est d'avoir plein de photos avec des espèces qui ne sont pas forcément des charognards, des fourmiliers qui ne vont pas manger de la viande, des humains qui sont un peu curieux, enfin voilà. Donc ces photos, il faut quand même les trier. Nous, on les a triés sur la base de la littérature et sur la base des comportements qu'on observait. Est-ce qu'ils allaient toucher la viande? Et est-ce que dans la littérature, il est clair et net qu'ils consomment de la viande et même des carcasses? Et ça, ce tri, enfin, les personnes qui m'ont aidé à observer toutes ces photos, c'est 2 stagiaires de l'Université de Franche-Comté, Aileen et Jessica. Et il y a aussi Marc qui m'a aidé cet été, mais lui, avec lui, on a commencé surtout les premières analyses. Donc, une fois que les données sont triées, on obtient ce genre de données. Donc, par exemple, là, on a l'occurrence des différentes espèces qu'on a observées sur les différents sites. Donc, par exemple, cette espèce, elle a été vue que sur un seul site chaque année. Et puis, pour chaque site, on a aussi la richesse spécifique. On a sa composition en espèces, mais sa richesse spécifique. Et ce genre de données, moi, je l'utilise pour faire les analyses que je vais présenter. La première chose que j'ai regardée, c'est j'ai essayé d'expliquer la richesse spécifique qu'on a aux différents sites par des variables de l'environnement. Donc encore une fois, grâce à mes cartes Map Biomass et avec QGIS, j'ai extrait des variables environnementales à différentes tailles de zones tampons pour voir si les communautés, par exemple de mammifères ou d'oiseaux, elles répondent à des métriques de l'environnement à des tailles différentes, enfin, à des échelles plus ou moins importantes. Et donc voilà, j'ai des métriques qui représentent la déforestation, d'autres le type d'utilisation du paysage et puis la variabilité de l'environnement. Et voilà, je fais des modèles, surtout des GLM ou des GAN, pour expliquer la richesse spécifique. Après, deux types d'analyses que je fais, c'est essayer de comprendre la composition entre espèces, la similarité entre sites en termes de composition d'espèces. Et j'essaie de la relier à mes métriques de l'environnement. Donc là, c'est juste une analyse en composantes principales, mais on peut faire des permanovas, des choses comme ça. Et voilà. On peut aussi avoir juste des représentations visuelles des matrices des distances de similarité. Là, par exemple, c'est un cas intéressant où je me rends compte que les 3 sites avec le plus d'agriculture, ils ont tendance à être un peu dans un cluster. On peut tirer des grandes conclusions comme ça. Et le dernier type d'analyse que j'ai fait pour l'instant, c'est des analyses fonctionnelles, où là, à partir de la littérature, j'ai extrait les traits fonctionnels de mes différentes espèces. Moi, j'ai choisi la masse, la diète, l'habitat préférentiel et la grégarité. Et je l'ai lié à mes variables de l'environnement avec une RLQ. Ça donne des choses assez intéressantes.
Pour juste en parler un petit peu, pour voir ce qu'on peut trouver dans la littérature, on sait que généralement, là c'est l'analyse que j'ai fait seulement pour les oiseaux, on sait que les petits oiseaux, ils ont tendance à éviter les pâturages parce que c'est là où il y a beaucoup d'oiseaux de proie, vu qu'il y a une bonne visibilité. Et ça, cette analyse, elle m'a trouvé une relation négative pour les oiseaux entre la masse et la présence de pâturage. Et elle a trouvé en effet qu'il y avait une relation positive entre la diète carnivore et la présence de pâturage. Donc, on a des choses qui vont rentrer dans le centre de la littérature. Voilà, c'est un peu préliminaire aussi, c'est des analyses que j'ai vues rapidement. Mais voilà le type d'analyse qu'on peut faire. Et enfin, donc, ce type de données, il nous donne plein d'informations sur la structure de communauté des charognards, mais c'est intéressant aussi pour avoir des informations sur l'efficacité de charognage, puisqu'on peut suivre la consommation de l'appât et l'enchaînement des espèces qui vont s'y présenter. Moi, j'utilise, enfin là, c'est les analyses que je vais commencer, le temps entre le moment où la carcasse a été posée et ce qu'elle soit trouvée par un premier charognage. Un premier charognage. Donc voilà, on a plein d'informations dans ce type de données. Mais on a aussi des limites et je voulais un peu les soulever quand même. La première, c'est que la détection, elle n'est pas considérée dans ce protocole. Euh, En fait, on s'est dit qu'on attirait les espèces à nous, on maximisait la probabilité de les détecter quand elles sont présentes en mettant un appât de viande, mais la réalité, c'est qu'on peut quand même avoir raté des espèces sur un protocole où on met seulement 5 jours et qu'on répète pas forcément au cours de la saison. Donc, le résultat qu'il peut y avoir, j'ai fait un exemple, bon, tiens, mais pour deux communautés où on a observé des communautés assez différentes, mais surtout une richesse assez différente, il y a ce qu'on voit, mais il y a la réalité derrière. Et on voit que voilà, c'est vraiment un cas extrême où en fait les communautés c'est les mêmes, hein, mais il y a, les communautés elles peuvent être plus similaires que ce qu'on a réellement observé, et ça peut poser problème quand on a envie de conclure sur l'effet des variables environnementales, quoi. Si les communautés sont les mêmes et qu'on a capturé des choses très différentes, là on pourrait avoir une conclusion qui est pas du tout bonne sur l'effet de la couverture forestière. Donc voilà, c'est un problème qu'il faut avoir en tête. Ça a ses avantages d'avoir fait un protocole aussi rapide, mais il y a aussi des biais. Il y a aussi le fait qu'il y a des choix qui sont importants et vraiment à penser en fonction des études qu'on veut capturer, la question biologique qu'on se pose et du système dans lequel on travaille. Donc le choix de la position, la localisation du dispositif, est-ce qu'on le met en milieu ouvert, en milieu fermé? Nous, on a choisi de le mettre en milieu fermé dans le plus grand patch de forêt qu'on trouvait sur notre site. La taille de l'appât, ça j'en ai un peu parlé, mais des différentes tailles d'appât, ça va permettre de capturer une diversité, mais aussi des tailles de charognards différents. Si on a un petit appât, il risque d'être enlevé rapidement et du coup, on va capter forcément moins d'espèces différentes que si on a une grosse pièce qui reste quelque chose. Et la durée de l'expérimentation aussi, 5 jours. Nous, on savait que 5 jours, ça allait être à peu près suffisant pour enlever un appât de 3 kilos, mais bon, c'est des choses qu'il faut penser avant de faire le protocole parce que sinon, ça pose problème. Et voilà, une dernière limite, on ne peut pas utiliser l'abondance aussi, qui est bien pratique quand on cherche vraiment à comprendre l'effet d'une pression, enfin là, de l'utilisation du paysage sur nos communautés. C'était compliqué avec notre protocole, d'une part parce qu'on a des espèces qui sont super difficiles à reconnaître. Là, j'ai mis Secoragypse atratus. Moi, entre deux individus, je suis incapable de faire la différence. Et même pour les espèces pour lesquelles ça aurait été un peu plus facile, parce qu'il y a tendance à avoir des cicatrices ou il y a quelque chose qui fait que quand on voit une partie de la tête ou une partie du corps, on arrivait à savoir que c'était des individus différents. Mais on n'a vraiment pas beaucoup de photos par individu. Donc dès qu'on les capte dans un angle différent, bah, on ne sait plus du tout si c'était la même personne à qui on s'adresse, enfin, si c'était le même individu. Donc voilà, il y a des super avantages, il y a aussi des limites. Mais voilà, je voulais aussi finir, vu que j'étais sur une note négative, sur une note positive, sur c'est quelque chose que j'ai pas utilisé, mais aussi un des avantages d'utiliser les pièges photos pour l'écologie des communautés, c'est qu'on peut avoir des interactions directes, des observations d'interaction directes. Donc là, j'ai mis un petit cas sympa avec un Caracarablancus qui se nourrissait en fait depuis un petit moment sur le lapin. Il y a des Coragestratus qui sont arrivés, qui ont commencé à s'y nourrir. Le Caracarablancus, il a attendu ceci est fini, quoi. Que Coragestratus est fini. Et en fait, eux, ils ont fini là-bas, quoi. Donc lui, il est resté tout le long à côté, mais au final, il a rien vu. Voilà. Il y a des interactions donc, entre des espèces, on a vu des choses au sein même des espèces. Et voilà, ah oui, je voulais finir sur cette photo-là. On avait un moment sympa, un petit atout qui faisait des allers-retours et qui n'était pas du tout dérangé par les petits oiseaux qui mangeaient la pomme. Et voilà, c'est tout pour ma présentation. Merci.